Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode de notre série podcast SD Works consacrée à l'avenir de la rémunération. Après avoir parlé de transparence salariale, on s'intéresse aujourd'hui à un autre thème clé, la rémunération flexible. Dans un marché du travail où les attentes des collaborateurs évoluent rapidement, offrir plus de choix dans son package salarial devient un vrai levier d'attractivité et d'engagement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la rémunération flexible ? Comment l'implémenter sans exploser son budget ? Ou quels sont les pièges à éviter ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux expertes, Laura et Amandine. Bonjour. Alors, pour s'échauffer, deux petites questions. Quand on parle de rémunération flexible, premièrement, pourquoi ce sujet prend-il autant d'ampleur aujourd'hui ? C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, qui va, je pense, encore devenir de plus en plus populaire. Parce que nous avons plusieurs générations qui se côtoient dans le monde du travail, qui n'ont absolument pas les mêmes besoins. Et même, nous pouvons voir que nos besoins évoluent au fil du temps. C'est vrai que si je prends mon exemple, j'ai commencé dans l'équipe FIP il y a 6 ans, en plein Covid. C'est vrai que c'est un exemple un petit peu radical de la manière dont nos vies, nos habitudes peuvent changer du jour au lendemain, mais il suffit que nos situations familiales changent, un déménagement, etc., pour qu'on n'ait plus les mêmes besoins. Et les travailleurs ont de plus en plus besoin de pouvoir individualiser, de pouvoir choisir eux-mêmes leur package salarial. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, nous remarquons que le plan cafétéria devient de plus en plus aussi un outil d'attraction et de rétention. Là encore, si je prends ma situation d'il y a 6 ans, le plan cafétéria, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, les entreprises qui la proposaient étaient minoritaires et c'était vraiment le petit plus qui pouvait faire pencher la balance dans le cas de recrutement. Maintenant, je remarque que c'est un petit peu l'effet inverse. Les entreprises se rendent compte que c'est vraiment un élément crucial pour une politique salariale moderne et ils essayent aussi de ne pas être les derniers et de rattraper un petit peu, prendre le train en marche. Merci. Laura, est-ce que c'est réservé uniquement aux grandes entreprises ? Non, pas du tout. C'est vrai que la rémunération flexible, alors Amandine parle de plan cafétéria, il y a également le budget mobilité ou le leasing vélo. Ce sont tous des mécanismes qui sont tout à fait adaptés également à une petite PME, même parfois à partir de 1 travailleur. Et la manière de l'implémenter va tout à fait être adaptée également à une PME. Donc, c'est un sujet pour tout type d'entreprise en Belgique. Merci Parfait. pour cette clarification. Tu as parlé de différents thèmes, plan cafétéria, budget mobilité. Je crois qu'avant tout, c'est important de bien définir. Comment on définirait très simplement ce qu'est que la rémunération flexible ? Alors, je l'ai déjà évoqué lors d'un précédent podcast. Quand on parle de rémunération, il y a différentes manières de diversifier le package salarial d'un travailleur via la rémunération alternative, via la rémunération variable et aujourd'hui, de plus en plus, via la rémunération flexible. La rémunération flexible, elle est un petit peu différente des deux autres piliers en ce sens que l'employeur ne va pas offrir quelque chose en plus à ses travailleurs, il va l'offrir différemment. C'est ça, en fait, les travailleurs qui eux-mêmes, sur base de ce qui existe déjà dans leur package salarial, vont décider de dépenser finalement autrement un élément de leur package salarial parmi toute une série de choix, d'avantages que l'employeur va proposer. Donc c'est comme le disait Amandine, personnaliser le package sur base d'éléments qui sont déjà dans le package de rémunération avec ce qu'on appelle, on va y revenir je pense, une neutralité budgétaire pour l'employeur. Et c'est ça qui est vraiment très différent de la rémunération variable ou de la rémunération alternative, parce que l'employeur, ça va lui coûter la même chose qu'il mette à disposition un budget, par exemple, une prime de fin d'année en cash ou via un plan cafétéria, une rémunération flexible. C'est ce qu'on appelle la neutralité budgétaire. Très clair et très simple. Merci Laura. Amandine, est-ce que du coup, tant qu'on est dans les bases, est-ce qu'il existe une différence du coup entre rémunération flexible et avantages extra-légaux ? Oui, tout d'abord, les avantages extra-légaux ont un caractère collectif. Par exemple, une assurance groupe, des chèques repas sont toujours octroyés à l'ensemble de la population ou une catégorie bien définie. Tandis que dans le cadre d'une rémunération flexible, là, nous avons plus un aspect individuel. Donc, le travailleur lui-même va choisir individuellement d'échanger. C'est vrai qu'on l'a dit Laura, le but, la rémunération flexible peut être définie plutôt comme un échange, puisque pour l'employeur, en fait, c'est la même enveloppe budgétaire qu'il aurait affecté à un élément de la rémunération que le travailleur va pouvoir choisir de dépenser d'une autre manière. Donc, on a vraiment cet aspect individuel. Donc, le travailleur pourra choisir, par exemple, de revendre des jours de congé d'ancienneté, qui est une composante individuelle. Ça dépend évidemment d'un travailleur
à un autre. C'est pour ça qu'aussi que dans un plan cafétéria, certains éléments ne pourront pas être échangés. Je ne pourrais pas dire, par exemple, je ne fais rien de mes éco-chèques, je vais l'échanger dans un plan cafétéria, mais tout ceci est évidemment aussi encadré au niveau juridique pour que les éléments uniquement autorisés par l'ONSS et le fisc puissent rentrer en ligne de compte. Merci beaucoup. Donc, si je résume d'une manière assez simpliste, le mot-clé, c'est le choix. Le choix pour le travailleur et la mise en place d'outils pour aider le travailleur à faire le choix dans sa propre rémunération. Exactement. Corrigez-moi si je me trompe. On voit les principaux outils dont vous avez parlé, c'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ces outils en place ou quels sont les piliers qui rendent un système flexible réussi dans les entreprises? Donc, Amandine, quand on parle d'une entreprise, Laura a dit tout à l'heure un mot qui m'a évoqué question, la neutralité budgétaire. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut s'assurer que son plan reste budget neutre? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité budgétaire? Ça veut dire que l'ensemble de l'enveloppe salariale que l'employeur aurait octroyée sous forme, par exemple, de primes de fin d'année, bonus ou autre, va être intégralement redistribuée aux travailleurs. Donc pour cela, évidemment, suivant l'élément salarial qui va être échangé, le facteur de conversion ne sera pas le même. Par exemple, sur une prime de fin d'année, l'employeur doit uniquement payer de l'ONSS. Donc là, nous allons regarder aussi en fonction du secteur quel est le taux d'ONSS. Ce ne sera pas la même chose pour les employés que les ouvriers, évidemment. Donc ça va être redistribué différemment. Si je parle d'un bonus, si l'employeur doit payer du pécule de vacances, je vais aussi évidemment en tenir compte lors de la conversion du budget. C'est la même chose aussi lors des choix du travailleur. Si le travailleur choisit un élément pour lequel l'employeur doit payer un coût patronal, je pense par exemple à une cotisation ONSS sur de l'épargne pension ou un avantage de toute nature lors de choix de multimédia, ce coût employeur va être répercuté au budget du travailleur de manière à ce que ça ne coûte pas plus à l'employeur. Merci, c'est très clair. Laura, de ton côté, peux-tu m'éclairer sur les pièges, les erreurs les plus fréquentes que tu as vues et qu'il faut éviter quand on veut mettre en place une rémunération flexible ? Alors, comme l'a dit Amandine tout à l'heure, la rémunération flexible aujourd'hui, c'est vraiment une manière d'être moderne dans sa politique de rémunération. Il y a de plus en plus de prestataires qui proposent la mise en place de rémunération flexible. On pense peut-être dans un premier temps à une plateforme, à un outil qui va permettre aux travailleurs finalement de faire un petit peu comme leur shopping en ligne et de faire leurs choix, leurs achats selon ce que l'employeur va proposer. Mais avant tout, et ça c'est la chose la plus importante, c'est de vérifier la conformité juridique. Amandine a expliqué tout à l'heure, il faut vérifier parmi les éléments de l'enveloppe salariale du package de rémunération quels sont les éléments qu'on va pouvoir transformer en un budget. On dit aussi parfois de flexibiliser. Et donc ça va dépendre bien souvent de ce qui est prévu dans les secteurs, dans les commissions paritaires. Et puis, il y a toute une série d'autres vérifications juridiques à faire en termes de politique salariale et selon les avantages qu'on va proposer, des politiques pour les multimédias, pour les vélos, etc. Donc je dirais qu'un élément qui est très très important, c'est la conformité juridique et la mise en place juridique, ce qui, même si elle n'est pas complexe, est vraiment importante. Afin de bien suivre les lois et les législateurs. Si je peux aussi rajouter un point qui est vraiment crucial, c'est la communication. Vraiment communiquer aux travailleurs pourquoi vous introduisez le plan. Ça peut s'inscrire dans une politique RH plus large, comme par exemple essayer d'encourager d'autres formes de déplacement plus durables ou autres, chercher un meilleur équilibre, travail-vie privée, motiver les collaborateurs d'une manière ou d'une autre, et aussi informer les collaborateurs de l'intérêt. Si les travailleurs n'y voient pas l'intérêt, ils ne vont pas adhérer au plan, alors vous aurez mis en place tout ça pour rien. C'est comme si je remplis un frigo, finalement personne ne se sert et toute ma nourriture est là en train de périmer. Ce serait un petit peu dommage. Merci pour ce point sur la communication, mais du coup rentrons un peu plus en détail là-dedans. Tu parles d'une communication qui est très importante. Quand et comment il faut communiquer? Est-ce qu'il y a des règles, des astuces que tu peux nous donner? Ou Laura, évidemment. Oui, bien sûr. Alors déjà, tout au début, je conseille toujours d'impliquer le plus de parties prenantes. Déjà, dans les grandes entreprises, c'est peut-être différent, évidemment, dans les PME, Laura en parlera après. Généralement, il y a aussi une délégation syndicale, donc c'est toujours important d'aller aussi informer donc, les représentants du personnel. En amont, ça peut aussi avoir des implications juridiques. Par exemple, si vous devez reconclure des sociétés d'entreprise, évidemment, il faut impliquer les parties prenantes. Ça peut aussi prendre du temps.
En deuxième lieu, également, impliquer tous les services RH. La mise en place d'un plan cafétéria ou d'un budget mobilité, c'est vraiment un processus RH qui va impliquer énormément de décisionnaires, pas uniquement les HR managers, mais également la comptabilité, les acheteurs, les personnes du payroll, etc. Et enfin, un peu avant la mise en place du plan, pouvoir informer les collaborateurs de ce qu'est un plan cafétéria, quel est leur intérêt, comment utiliser la plateforme aussi, évidemment. Merci. Du côté des PME, Laura ? Alors, le processus est identique, si ce n'est qu'évidemment, il y a souvent moins de parties prenantes et d'intervenants dans l'entreprise. Et donc, régulièrement, la personne avec laquelle on va directement discuter, c'est le dirigeant d'entreprise qui est à la fois le comptable, le personnel RH et la personne qui va prendre les décisions. Et donc, évidemment, il y a d'autres PME où il y a les mêmes parties prenantes que dans des plus grandes entreprises. Mais le mécanisme est vraiment très, très similaire pour le reste. Merci beaucoup. Alors, on a parcouru la partie neutralité budgétaire, les pièges à éviter, la communication qui est extrêmement importante. On en avait parlé dans d'autres podcasts, notamment sur la transparence salariale. L'importance de la communication est essentielle. Merci d'avoir rajouté ce point ici. Quand on parle des avantages pour les employés et les employeurs d'une rémunération flexible, est-ce qu'on a des éléments qui vont motiver réellement les entreprises, Laura, à franchir le cap et se dire, moi, je vais mettre ce pilier-là en place chez nous? Alors oui, je dirais qu'il y a plusieurs éléments et Amandine me complétera certainement. Moi, je pense déjà à 2 éléments. Le premier élément, on sait qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est un marché qui est relativement tendu. C'est pas toujours facile d'attirer des talents, comme on dit dans le jargon RH, et de les maintenir motivés. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui, pour rester moderne, pour rester concurrent sur le marché de l'emploi, que même une toute petite PME doit, dès le départ, quand elle engage ses premiers travailleurs, proposer de la rémunération flexible pour réussir à attirer les talents et à les garder motivés. Donc, je dirais que ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément qui est vraiment lié au premier, c'est la demande aujourd'hui, elle est là. Les travailleurs arrivent, je pense aux nouvelles générations, mais pas que, avec je souhaite un budget mobilité, je souhaite plus de jours de congé, je souhaite des assurances complémentaires. Les demandes ne sont pas les mêmes. Et donc, on se rend compte que c'est un outil qui est très, très utile pour cela également. Et je pense là également à un troisième élément qui est un élément d'optimisation. Alors, on dit que la rémunération flexible, c'est une optimisation de choix. Et selon le choix que le travailleur va faire, par exemple, il va décider de prendre des jours de congé en plus, une assurance complémentaire, un leasing vélo ou un budget mobilité, eh bien, la manière dont il va dépenser va parfois lui permettre d'optimiser le net de ce budget. Merci. Amandine ? Oui, et c'est d'autant plus important en termes de rétention que beaucoup d'avantages dans les plans cafétéria lient le travailleur sur une plus longue durée. Je pense par exemple à un vélo en leasing. Les durées sont généralement de 36 mois. Le travailleur va évidemment y réfléchir à 2 fois avant d'éventuellement quitter l'entreprise. Ou si le travailleur, par exemple, envisage de postuler ailleurs, mais qui n'a pas le même jour de congé ou autre, ça peut aussi, évidemment, peser dans la balance. Et c'est vrai que, comme le disait Laura, l'objectif n'est pas d'augmenter le salaire du travailleur, même si ça peut évidemment être une conséquence du plan, mais les travailleurs vont avoir une autre perception de rémunération. Leur package salarial aura davantage de valeur et ça aussi, évidemment, c'est très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez du coup, là on a parlé des employeurs, donc il y a des avantages réels pour l'employeur, mais au niveau des employés, peut-être des exemples de bénéfices assez concrets que vous avez pu voir dans vos différentes missions ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par bénéfice, mais je dirais, on se répète, c'est un petit peu le bénéfice de dire, OK, la personnalisation du package salarial, et donc le fait que certains travailleurs vont choisir plutôt tel type d'avantage que d'autres types d'avantages. Et le deuxième élément, c'est vraiment de dire, OK, moi, j'ai choisi un avantage parce que mon but est d'essayer d'optimiser le montant que je vais percevoir. Moi, mon but, c'est de favoriser mon équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, je pense que c'est vraiment une réponse qui est justement très personnelle parce que c'est le but du plan cafétéria. Oui, et ce sont aussi des conséquences qui sont difficilement mesurables, puisque évidemment, il y a aussi un impact sur le turnover, mais ça se répercute en général à plus long terme. Il y a aussi l'aspect satisfaction. Ce sont des travailleurs qui seront généralement plus heureux au travail, aussi plus engagés et plus motivés, peut-être aussi moins d'absentéisme.
sont tous des éléments qui pèsent dans la balance. Merci. Et est-ce que du coup, au niveau de l'employeur, ça va renforcer sa marque, vous pensez? Alors, de nouveau, dépendant effectivement de plein d'éléments, mais je pense que dans certains secteurs, notamment où la concurrence est plus importante, où c'est encore plus difficile que dans d'autres secteurs de recruter, ça peut clairement être un atout et un outil de recrutement de proposer la rémunération flexible via le plan cafétéria ou d'autres moyens. Oui, et dans certains secteurs, c'est aussi l'occasion pour l'employeur de pouvoir un petit peu se moderniser, dépoussiérer un petit peu son image. Je pense par exemple à des secteurs comme le secteur bancaire ou autre, de pouvoir un petit peu se profiler comme un employeur moderne et innovant. Merci beaucoup. Alors, pour résumer, la rémunération flexible, ça va être un outil qui va aider à engager, qui va aider à retenir les collaborateurs et qui va les rendre normalement plus heureux parce qu'ils vont être maîtres de leur choix. Et j'ai entendu un mot que vous avez toutes les deux cité à différentes reprises, secteur. On entend souvent, c'est pour les grandes entreprises, c'est pas pour notre secteur. On n'est pas prêt pour cela. Alors, de un, est-ce vrai? Mais est-ce qu'il y a réellement des différences d'adoption dans les secteurs? Est-ce que certains secteurs sont plus avancés que d'autres? Alors, tu parlais, est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises? Oui. Je le répète, certainement pas. Vu que tu représentes les PME Les aujourd'hui. PME, voilà. Mais je dirais qu'effectivement, quand on parle de plan cafétéria, par exemple, en termes de rémunération flexible, pour déterminer si un employeur, que ce soit une toute petite PME ou une grande multinationale, est-ce qu'elle peut mettre en place de la rémunération flexible ou pas, il faut déterminer dans sa politique salariale quels sont les éléments qu'on va pouvoir flexibiliser, qui vont pouvoir être transformés en un budget que le travailleur va pouvoir dépenser en autre chose. Et ce budget, il est de deux types. Soit il faut aller vérifier au niveau légal, par exemple, le plus connu, la prime de fin d'année, si ce qui est prévu, ce que vous devez obligatoirement octroyer via votre secteur, peut être flexibilisé en un budget. Et donc là, tous les budgets qui sont légaux, on va devoir vérifier dans le secteur notamment si c'est permis ou non de le transformer en un budget flexible. Et là, effectivement, il y a des différences dans les secteurs. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est extra-légal, donc tous les budgets, toutes les rémunérations que l'employeur octroie en plus de ce que la loi ou le secteur prévoit. On peut également potentiellement le transformer en un budget flexible. Donc ça, c'est les deux, je dirais les deux points importants. Oui, et j'ajouterais également, c'est aussi la raison pour laquelle les ouvriers sont encore minoritaires dans les plans cafétéria, simplement parce que la plupart des commissions paritaires d'ouvriers ne permettent pas de flexibiliser la prime de fin d'année ou d'autres sources de budget. Mais heureusement, les choses commencent à bouger. Merci beaucoup. Donc, différence au niveau des secteurs et au niveau de la législation. Si on regarde dans les générations de travailleurs ou les types de fonctions, est-ce que vous notez aussi des différences d'adoption? Par exemple, Amandine, des travailleurs plus jeunes, plus âgés, est-ce que tu vois une tendance? Oui, suivant les dernières statistiques en notre possession, nous remarquons que les jeunes vont plutôt opter pour des jours de congés supplémentaires ou du multimédia. Les travailleurs plus âgés, davantage des solutions, des avantages sociaux tels que l'épargne pension. Et si nous comparons les employés, les ouvriers auront davantage tendance à se tourner vers des avantages en termes de mobilité, tandis que les employés, un peu plus du multimédia. De ton côté, Laura, tu vois la même chose? Oui, tout à fait. Les tendances sont tout à fait similaires. Je rajoutais peut-être le leasing vélo qui est aussi fort populaire du côté des employés. Merci. Donc, différence au niveau de la législation, du secteur, mais aussi au niveau de l'adoption en fonction des générations de travailleurs, donc à prendre en compte dans les entreprises. Vous avez aussi parlé du cadre légal, notamment au niveau des secteurs. Est-ce qu'il y a des aspects légaux qui sont à surveiller de près, auxquels il faut faire attention quand on veut mettre ce type de plan en place? Alors, certainement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas en Belgique un cadre légal qui est spécifiquement et uniquement pour la rémunération flexible. Donc, on l'a dit, il faut, dans un premier temps, aller voir dans les secteurs, dans les commissions paritaires, ce qui est prévu. On a quand même néanmoins entendu que le gouvernement, ici, envisageait de limiter la rémunération flexible à 20% de l'enveloppe salariale annuelle des travailleurs. C'est une mesure qui n'est pas en vigueur, on ne connaît pas les modalités, mais elle est sur la table. Donc, c'est également un élément auquel on va devoir faire attention à l'avenir. Donc, certainement, je dirais vraiment vérifier, comme on l'a dit, que les budgets et que les avantages qu'on va pouvoir proposer dans le cadre du plan cafétéria soient conformes à la réglementation.
Merci. Au niveau du budget mobilité, des points auxquels il faut faire attention? Alors au niveau du budget mobilité, là c'est vrai que malheureusement on est toujours dans l'attente d'un texte de loi. Donc je sais que beaucoup d'entreprises sont assez attentistes et préfèrent attendre. Même si c'est vrai que le budget mobilité en fait est déjà rendu obligatoire. Simplement, les employeurs ont encore jusque janvier 2027 pour pouvoir s'y conformer. Donc je conseillerais aux employeurs de ne pas non plus attendre le dernier moment, de déjà se préparer, déjà pouvoir réfléchir aux éléments qu'ils vont pouvoir proposer, garder une voiture dans le pilier 1, oui ou non, ce qu'ils vont proposer dans le pilier 2, évidemment en fonction de la population, suivant les fonctions des travailleurs. Peut-être que certains ne pourront pas se passer leur voiture de société, suivant la réalité aussi. Avec du télétravail ou des travailleurs qui habitent loin, on ne pourra pas proposer certains éléments populaires, par exemple, comme l'intervention dans les frais de logement ou autres. Ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte. Et quand on parle de grandes entreprises, comment est-ce que l'on peut impliquer les représentants du personnel dans la mise en place en fait, d'un plan flexible? Alors, tout dépend si l'employeur a une délégation syndicale ou pas. Soit ça va se faire de manière vraiment très formelle lors des conseils d'entreprise ou pas. Tout dépend un petit peu. Et aussi, d'un point de vue légal, si certaines sources de droit avaient été réglées en interne, parfois, la mise en place d'une rémunération flexible impliquera une révision de ces sources de droit. En effet, d'un point de vue juridique, nous devons toujours remplacer un accord par une source de droit équivalente. Donc, si une entreprise, je prends un exemple concret, avait prévu l'octroi de certains jours extralégaux via une convention collective de travail, si l'entreprise souhaite offrir aux travailleurs la possibilité de flexibiliser ces jours, donc les revendre, il faudra revoir la source de droit. Pareil, si le secteur ne prévoyait pas l'octroi d'une prime de fin d'année, mais que l'employeur en octroyait tout de même une à son personnel via une cécité d'entreprise, il devra alors réviser la cécité d'entreprise avec, là encore, implication des parties prenantes, évidemment. Merci beaucoup. Laura, au niveau de la politique interne d'une société, important de mettre en place une convention ou autre? Alors, Ou une politique interne pour les suffit PME, peut-être. la situation peut potentiellement être un petit peu plus facile dans la mesure où souvent l'adoption de CCT d'entreprise est obligatoire en lien avec l'atteinte d'un certain nombre de travailleurs dans l'entreprise et d'avoir des organes de représentation sociale en interne dans l'entreprise. Mais néanmoins, à nouveau, il faut toujours aller vérifier ce qui est prévu dans les secteurs parce que vous avez, même pour les PME, et là, il n'y a pas de distinction qui sont faites selon qu'on est une petite entreprise ou une grande entreprise. Les secteurs vont toujours déterminer, par exemple, si oui ou non une prime de fin d'année peut être flexibilisée. Et si la réponse est oui, dans quelle mesure et de quelle manière? Et vous avez parfois des secteurs qui vont indiquer que pour flexibiliser la prime de fin d'année, il faut signer une convention collective de travail avec un organe de représentation des travailleurs. Et donc, à ce moment-là, même pour une petite PME, on va devoir respecter la procédure qui est prévue par le secteur. Donc, toujours vérifier la source de droit et la manière dont on va pouvoir l'implémenter. Merci beaucoup. En termes de mise en œuvre de communication ici, j'ai bien compris, donc important de faire très attention à la législation et à aux relations sociales dans l'entreprise et la communication. Si on parle plus concrètement, à partir du moment où on se dit « moi je suis convaincu, je veux lancer ça dans mon entreprise », par quoi je commence concrètement? Par vérifier la loi? Par contacter SD Works? Alors, contacter SD Works, ça c'est la première chose. Non, blague à part. Mais je pense que le process est assez similaire pour toute entreprise. Évidemment, une fois que la décision est prise, la première chose importante, à nouveau, c'est de vérifier dans l'entreprise, sur base de la politique salariale qui est actuellement applicable, quels sont les éléments qu'on va pouvoir flexibiliser, quels sont les avantages qu'on va pouvoir proposer. Et une fois que la décision est prise sur le contenu du plan cafétéria ou de la manière dont on va mettre en place la rémunération flexible, c'est de s'atteler d'une part à tout ce qui est documents juridiques et d'autre part à la configuration de l'outil, de la plateforme via laquelle on va gérer le plan cafétéria. Et une dernière phase qui est très, très importante, on en a déjà parlé, c'est ce qui concerne la communication. Alors, aussi bien la communication vis-à-vis des personnes en interne qui vont gérer du côté de l'employeur le plan cafétéria,
la formation à l'outil, les différents points d'intention, la charge de travail que ça va être pour cette personne, que vis-à-vis des employés juste avant l'ouverture du plan. Et quand tu parles de cette communication, Laura, et je vais me tourner vers Amandine pour cela, comment est-ce qu'on peut présenter toutes ces options qui existent aux collaborateurs d'une entreprise sans les noyer et qui comprennent réellement les tenants et aboutissants? Alors, ce que j'essaye de faire dans les sessions d'information, c'est d'essayer de vulgariser au plus possible. Tout le monde n'est pas spécialiste de payroll, tout le monde ne sait pas ce qu'est un avantage de toute nature ou autre. Donc, la première chose, c'est déjà de pouvoir esquisser donc, ce cadre général et surtout s'appuyer sur des exemples chiffrés. Un exemple chiffré vaut souvent mieux qu'un long discours. Et si le travailleur peut voir d'une manière claire quel va être l'impact sur son aide, ça va pouvoir l'aiguiller dans ses choix. Évidemment, comme nous l'avons dit précédemment, le but d'un plan cafétéria n'est pas d'optimiser le salaire net du travailleur, mais d'abord d'optimiser ses choix. Mais évidemment, les travailleurs doivent faire leurs choix en toute connaissance de cause et sans surprise, leurs choix vont souvent se porter sur des avantages qui vont aussi leur apporter davantage en aide. Merci beaucoup. Des exemples de bonnes pratiques peut-être de choses que vous avez rencontrées dans vos différentes missions avec des clients qui étaient intéressants pour mettre en place? Je pense encore une fois que vraiment la communication est le plus important. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Merci pour ces détails concrets sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, la loi ne l'impose pas encore, mais on a la chance d'avoir un législateur qui est assez actif, créatif, on peut même dire de temps en temps, et qui se penche de manière active sur ces différentes solutions, que ce soit la rémunération flexible, variable ou la transparence salariale. Laura, quelle serait ta première recommandation pour une PME qui veut démarrer? Une des premières manières de s'y intéresser, c'est de demander à ses travailleurs, finalement, quel serait l'intérêt au niveau de l'entreprise, des travailleurs, de la rémunération flexible. Parce que, comme l'a dit Amandine tout à l'heure, ça ne sert à rien de mettre en place un plan de rémunération flexible ou un budget mobilité ou des leasing vélo si le public, si les travailleurs ne sont pas intéressés par ce mécanisme. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment peut-être la première chose à faire avant de se lancer dans ce type de Encore process. une fois, la communication. Rien ne sert de mettre un gant de boxe pour abattre une mouche. Oui, alors, et pour toi, Amandine? Oui, dans les grandes entreprises, évidemment, si on a une entreprise de 1000 travailleurs, on ne va jamais réussir à contenter les 1000 travailleurs. Moi, ce que je conseille de faire au départ, c'est de commencer avec une boutique un peu plus restreinte. 4-5 avantages maximum. Par exemple, un avantage en termes de mobilité, multimédia, jours de congé, évidemment, suivant la situation de l'entreprise, et de faire vivre la boutique au fil du temps. C'est généralement apprécié des travailleurs d'ajouter un avantage après 6 mois, 1 an. Et c'est aussi l'occasion pour l'entreprise de, pourquoi pas, réorganiser des sessions d'information pour faire un petit refresh ou alors présenter le plan, par exemple, aux nouveaux travailleurs qui auraient été engagés dans l'intervalle. Donc, je retiens un mot-clé, une phrase clé de ton côté, la communication. De ton côté, l'évolution. Est-ce que c'est correct? Faire vivre et continuer à innover, à apporter des nouveautés pour ces travailleurs. Exactement. La législation aussi vit. On a parlé des secteurs qui, petit à petit, ouvrent une porte et permettent de flexibiliser la prime de fin d'année au moins en partie. Par exemple, uniquement la moitié pour un leasing vélo, ça se voit en réalité. Mais les avantages aussi. Bon, parfois, évidemment, ce n'est pas toujours dans le sens qui nous arrange. Parfois, la législation revient sur certaines décisions. On l'a vu, par exemple, pour ce qui était d'allocation familiale complémentaire, qu'on avait introduit dans les plans cafétéria, puis ça a été supprimé, réintroduit, resupprimé, bref. Ou alors, un autre exemple d'évolution, c'est les warrants, qui auparavant étaient uniquement possibles à la base d'un budget bonus et qui, depuis peu, est autorisé sur la base d'une prime de fin d'année, ce qui a là aussi ouvert pas mal de portes dans les plans cafétéria. Grâce à notre législateur. Laura, Amandine, un grand merci pour ces échanges très concrets. Je retiendrai donc que la rémunération flexible, c'est l'affaire de tous, petites et grandes entreprises. C'est avant tout une démarche d'écoute et de communication avec ces travailleurs, de personnalisation et de choix pour eux, pour lesquels ils tireront des avantages propres à chacun d'eux, et donc ils trouveront, eux, leur propre bonheur, que ce n'est pas forcément un coût supplémentaire, même si une charge de travail peut être liée et elle va être maîtrisée grâce à une digitalisation des outils.
Pour aller plus loin, vous pouvez aller plus loin en lisant notre e-book qui est disponible sur le site de SD Works. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la rémunération variable et la manière de lier la performance à la reconnaissance. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.